Elles étaient attendues par les Ivoiriens et très certainement, l'année 2018 en Côte d'Ivoire sera marquée par l'organisation couplée des élections régionales et municipales. Au siège de la commission électorale indépendante, dans le quartier chic des deux plateaux à Cocody et Abidjan, l'on se prépare à l'organisation de ces scrutins. Au cours d'une réunion tenue la semaine dernière à Abidjan avec les partis politiques, la CEI a invité ces partis politiques à communiquer au plus tard le 3 février 2018 les noms et dossiers de leurs représentants dans le cadre du renouvellement des commissions électorales indépendantes locales pour tenir compte des observations des acteurs électoraux en ce qui concerne la célérité dans la proclamation des résultats des scrutins. 19 nouvelles commissions électorales locales CEI ont été créées, dont 18 dans le district d'Abidjan et une dans la commune de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a élaboré et a adopté en commission centrale le chronogramme de ses activités pour l'année 2018. Les élections sénatoriales seront également tenues pour la première fois dans le pays. L'instauration d'un Sénat par la nouvelle constitution avait été vivement critiquée par l'opposition qui estimait cette nouveauté coûteuse et inutile. Aujourd'hui encore, ce qui était présenté par les autorités ivoiriennes comme une des grandes innovations de la Troisième République cause la désolation chez certains Ivoiriens. Avant que les sénatoriales puissent se tenir, une loi organique devra être votée par l'Assemblée nationale afin de fixer le nombre de sénateurs, les conditions de leur éligibilité et leur nomination, les modalités du scrutin, les montants de leurs indemnités et leurs avantages, comme l'indique la Constitution ivoirienne. Un décret devra ensuite être pris en Conseil des ministres pour convoquer les électeurs. Des problèmes financiers restent également à régler. Alors que la commission électorale indépendante demandait 30 milliards de francs CFA pour organiser les élections municipales et régionales, seuls 10 milliards de francs CFA étaient inscrits au budget prévisionnel de 2018. La perspective des sénatoriales devra faire encore augmenter les besoins. Comme le prévoit la coordination de l'association, les filles et fils ainsi que les sympathisants de la région Ouémé se retrouveront une fois encore du 21 au 25 février 2018 dans la convivialité fraternelle pour l'amour et l'union solidaire qui sous-tendent dans le tissu social de leur communauté. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue par le comité intercommunal de coordination de l'Union générale pour le développement de la commune de la vallée de l'Ouémé avec les différentes structures décentralisées de cette association. D'après le coordonnateur général de Ouémé-Houé, tout se met en place quant à l'organisation de l'événement. Chaque année, nous donnons à l'équipe du football de la vallée, puisque c'est à Dango qu'on a demandé qu'on crée cette équipe. Nous leur donnons 1 million. La voix de la vallée aussi a une prime pareille. Cette prime aussi est prête. Nous avons innové cette année en pensant aux femmes. Et nous nous sommes dit, il faut penser au groupement de femmes. Et nous avons mis 2 millions pour les 4 communes. Et c'est les groupements de femmes qui vont bénéficier de ça pour faire fructifier. En dehors de ça, nous sommes en train d'aménager le site qui va abriter les festivités. Et c'est surtout ça qui nous revient cher. Antoine Bonou a à l'occasion exhorté les Ouéménous et sympathisants à se mobiliser pour la réussite de l'événement. Je voudrais demander à tout un chacun de nous de prendre l'organisation de Ouémé-Houé de Adjoou en main. Nous sommes tous prêts et engagés. En particulier, le conseil communal d'Adjoou est prêt pour soutenir l'organisation de cette fête afin que cela soit une réussite parfaite. Au cours de cette rencontre, le tissu devant servir comme d'habitude aux festivités a été présenté au public. Nul ne sait à quoi s'attendre. Les gens se précipitent dans les supermarchés pour acheter de l'eau. La deuxième ville d'Afrique du Sud, le Cap, pourrait se retrouver sans eau dans les prochaines semaines. Une réalité qui survient après 3 années de sécheresse. Les habitants manifestent leur mécontentement. La ville ne gère pas du tout l'eau.
Ils ne réparent pas les fuites. Ils ne réduisent pas la pression dans les tuyaux. Ils ont mis en place des outils de gestion de l'eau qui sont défectifs et ils n'ont pas de plan. Ils ne permettent pas aux gens l'accès aux sources. Donc, ils asphyxient l'approvisionnement en eau. Il est important que tous les utilisateurs jouent leur rôle dans la réduction de la consommation d'eau. Le secteur agriculturel s'est engagé à explorer les solutions innovantes, comme cela nous a été conseillé par certaines de nos institutions de haut savoir, le Centre pour la recherche scientifique et industrielle, ainsi que la Commission de recherche pour l'eau, pour qu'il y ait une adaptation aux réalités du changement climatique. Nous devons nous associer dans des formations organisées. Nous devons dépolitiser les défis de la sécheresse en République d'Afrique du Sud. L'eau ne connaît pas d'idéologie. Elle n'a pas d'affiliation politique. Ils essaient tous de se rejeter la faute. Quelqu'un devrait prendre la responsabilité. C'est un manque de gestion qui est lié au chaos. Ils ont maintenant cette campagne qui est dirigée par la crainte. Pour tenter d'éviter le scénario catastrophe, la municipalité a notamment lancé des forages dans des nappes aquifères et ordonné aux Captoniens de réduire encore de 40% leur consommation d'eau. À compter du 1er février, leur seront alloués 50 litres par jour et par personne, l'équivalent d'une douche d'environ 3 minutes. La région du Cap reçoit généralement l'essentiel de ses précipitations de mai à août. Mais l'on ne peut pas prédire quand il va pleuvoir. Antonio Guterres ajoute de l'eau au moulin du président de la Commission de l'Union africaine. Le secrétaire général de l'ONU a assuré que les Nations unies soutiendraient n'importe quelle initiative africaine pour une plus robuste réponse à la situation sécuritaire au Soudan du Sud. Le 30e sommet de l'Union africaine se penche sur la question. Un processus de revitalisation de l'accord de paix de 2015 avait mené à un énième cessez-le-feu entré en vigueur le 14 décembre. Mais il a depuis été violé à de nombreuses reprises. Au Soudan du Sud, comment ne pas redire notre incompréhension face à la violence insensée que les belligérants infligent avec une cruauté indescriptible à une population qui n'a que trop souffert. Le moment est venu d'imposer des sanctions à ceux qui font obstacle à la paix. Je renouvelle le soutien de l'Union africaine à l'IGAD. Le président sud-soudanais Salva Kiir était présent dimanche à Addis Abeba, mais c'est par l'intermédiaire de son ministre en charge du suivi de l'accord de paix que le gouvernement a réagi. Ce dernier a estimé que les sanctions ne peuvent pas être imposées sans raison. La guerre civile au Soudan du Sud a fait près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Ils sont 2 soldats nigériens à faire les frais d'un nouvel assaut meurtrier du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Les insurgés nigérians venus à bord d'une dizaine de véhicules auraient pris pour cible en début de soirée de la journée du lundi une position de la garde nationale près de Chitimari, un village situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Difa, la capitale régionale du sud-est nigérien. Comme les militaires faisaient montre d'une forte résistance, rapporte sous anonymat une source sécuritaire proche du dossier, les éléments de Boko Haram se sont repliés pour pilonner à distance leur position. Au cours des combats ayant duré des heures, l'armée nigérienne a ainsi perdu 2 soldats, mais les assaillants bien plus. Leurs survivants, eux, auraient été repoussés vers le Nigeria. Mi-janvier, 7 militaires nigériens ont été tués et 17 autres blessés dans une attaque à Toumour, à l'est de Difa, vers le bassin du lac Tchad. Ces attaques sont intervenues après plusieurs mois d'accalmie dans la région théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. Entre 2015 et 2017, l'ONU a répertorié 582 victimes civiles au cours de 244 attaques attribuées à Boko Haram dans la seule région de Difa. Quelques 141 civils ont été blessés, tués et enlevés en 2017 contre 227 en 2016 et 214 en 2015, précise l'ONU. Pourtant, les autorités avaient averti
qu'une telle investiture pourrait constituer un acte de trahison. Mais l'opposant historique Raila Odinga n'en a apparemment rien à faire. C'est devant des milliers de partisans en délire, rassemblés dans le centre de Nairobi, qu'il a prêté serment, Bible en main, lors d'une courte cérémonie. L'assistance était dans l'euphorie. Au moins maintenant, nous avons une voix à suivre parce que le gouvernement est représenté par Raila et Uhuru Kenyatta. Nous avons besoin d'un dialogue. Nous voulons que le Kenya soit divisé en deux parce que nous savons que nous ne pouvons pas avoir Uhuru Kenyatta d'un côté et Raila de l'autre. L'économie du Kenya, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Il faut que Raila Odinga soit notre président, comme il a juré aujourd'hui. Le procureur général Jitu Mwinge avait averti le mois dernier que toute investiture équivaudrait à un acte de trahison, soulevant la possibilité d'une arrestation à haut risque de Odinga. Les conséquences de l'investiture de Raila sont toutefois peu claires car l'opposant n'a pas prononcé le même serment que celui prévu par la Constitution pour l'investiture du chef de l'État. Raila Odinga s'est par exemple proclamé président du peuple et non président. À l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo, SENFOT, le personnel de plusieurs centres de santé publique s'est mis en grève ce mercredi pour 2 jours. Le SENFOT exige entre autres la construction de nouvelles infrastructures, l'équipement des structures sanitaires existantes et la protection du personnel soignant. Par ailleurs, les enseignants des écoles primaires et publiques qui ont multiplié les grèves ces derniers mois observent également depuis ce mardi 3 jours de grève pour exiger notamment une augmentation de leur prime salariale. Dans le même temps, à l'appel de l'opposition, des milliers de manifestants se réunissaient à nouveau dans les rues de la capitale pour demander la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Nous avons fourni une liste de revendications. Si ces revendications-là sont satisfaites, le dialogue pourra commencer. C'est des malins, c'est des menteurs, c'est des dictateurs. C'est pourquoi nous, on est décidé maintenant d'être durs contre eux pour qu'ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Rappelons que la coalition des partis politiques de l'opposition togolaise organise des marches quasi quotidiennes depuis 5 mois pour exiger le départ de Faure Gnassingbé. Elle a également prévu de se réunir à nouveau ce jeudi et samedi prochain. Pour cette visite d'État qui fait suite à celle effectuée au Maroc en juin et en Algérie en décembre dernier, le président français Emmanuel Macron est arrivé en Tunisie accompagné d'hommes d'affaires et de plusieurs ministres dont Jean-Yves Le Drian. Les 2 chefs d'État ont signé entre autres un accord pour mieux collaborer dans la lutte antiterroriste alors que l'état d'urgence reste en vigueur en Tunisie. Et ce, 2 ans après avoir été instauré dans le sillage d'attentats djihadistes sanglants, dont celui du musée du Bardo où se rendra le président français. Cette visite consiste en un nouveau départ pour la relation entre la Tunisie et la France. Des relations qui durent depuis longtemps. Et malgré les événements qui se sont déroulés, la Tunisie et la France resteront des pays amis. En signe de soutien au processus démocratique, le chef de l'État s'adressera ce jeudi aux députés à l'Assemblée des représentants du peuple. Il rencontrera également des responsables de la dynamique société civile.